Bonsoir, rebonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve normalement. Vous devriez avoir tout le monde. Petit problème avec Ludo. On l'entend, cependant vous ne pourrez pas voir. Bonjour. Ça- Ah, j'ai un retour. C'est magnifique, ça doit être Mehdi. Mehdi qui s'amuse exactement. Mehdi, comment vas-tu cette fois? Eh bien, toujours aussi bien depuis tout à l'heure. Donc voilà, je suis content d'être là. On va peut-être réussir, attention, parce que je ne suis que le premier à parler et il y en a encore trois autres derrière, donc je ne sais pas si on va les entendre. Tu es le premier et on t'entend, a priori. Donc ça, c'est quand même très bon signe. Mehdi, bienvenue à toi. Avec nous ce soir, Kevin, comme d'habitude. Kevin, comment vas-tu? Dobra večer. Ça va, ça va, ça va. Je me dis qu'il reste que 15 points avant d'être champion de France pour la 10e fois. Mehdi et Kevin, très content de vous recevoir. On vous entend tous les deux. Kevin en direct de Zagreb, bien entendu, on vous le rappelle. Ludo, on ne te voit pas, mais Ludo, normalement, tu es là. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait, nous t'entendons, tout va bien. Ludo est présent, malheureusement, Absolument. pas visuellement, mais il est avec nous sur l'audio. Le cœur y est. Exactement, Ludo, très content de te retrouver. Et enfin, notre invité, vous l'avez reconnu bien entendu, vous ne l'entendiez pas, et on retrouve Lenny. Lenny, comment vas-tu? Écoutez, merci de m'accueillir ce soir encore une fois. Et écoutez, tout va bien. Un plaisir de parler foot encore avec vous. Au top. Comme je vous le disais, on va faire un petit tour très très rapide, du coup encore plus rapide de la scène européenne. Un match par championnat, bien entendu, et la Ligue des Champions, des gros débriefs de la Ligue des Champions, surtout d'un match qui a eu lieu entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid à Madrid. Bien entendu, Paris est magique. Merci à tous dans les commentaires de nous suivre. Désolé encore une fois pour le petit problème technique. On est là, on est présent et c'est parti pour la 93e. Mehdi, on va commencer avec l'Italie directement si ça va pour toi. Le match entre le Torino et l'Inter. Ouais, effectivement, tout le monde a joué ce week-end, bien entendu, hein, pas de problème majeur avec le Covid ou avec je sais pas quoi d'autre. Donc c'est plutôt pas mal. Milan avait gagné samedi soir, donc c'était un petit peu envolé vis-à-vis de l'Inter et du Napoli. Et le Napoli et l'Inter jouaient dimanche. Donc effectivement, dans la journée, le Napoli s'est imposé et il y a un gros FC Bayern qui vient d'apparaître. J'adore. Je me mets à la place de Ludo. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc effectivement, le Napoli s'est imposé. Et le soir, en fin de soirée, donc à 20h45, l'Inter jouait contre le Torino à Turin. Le Torino est une équipe très très compliquée à jouer cette année. C'est une équipe qui vous donne vraiment du fil à retordre. Et c'est ce qu'on a vu dans le match, en fait. Donc, la Juve a été menée assez rapidement par un but de Bremer à la 12e minute sur un corner et une petite remise de Pobega. Pobega, dont vous allez certainement entendre parler la saison prochaine. Alors, c'est un joueur du Milan qui est prêté au Torino, un jeune du centre de formation du Milan qui est prêté au Torino et qui fait une saison assez incroyable au Torino et qui va être avec Yacine Adli, les deux recrues entre guillemets du milieu de terrain du Milan, en plus d'une grosse recrue type Renato Sanchez ou un truc comme ça. Enfin, quoique là, il se pose des questions sur Renato Sanchez parce qu'il est encore blessé, donc pour la 83e fois en moins de 6 mois. Donc, donc voilà, Pobega a fait un superbe match et le Torino, après cette ouverture de score, en fait, a continué à torturer l'Inter. L'Inter a eu des réactions, mais c'est des réactions assez mitigées. Et il y a quelque chose qui était assez important, c'est que Brozovic a beaucoup manqué au milieu du terrain. Donc c'est vrai que la fluidité du jeu était vraiment moindre que d'habitude. Et vous savez, on parlait de la précision et de la finition des attaquants de l'Inter. Bah, ça s'est encore vérifié. Hein. Lautaro Dzeko, c'est pas aussi décisif que ça pouvait l'être Lautaro Lukaku. Donc voilà, Dzeko a eu une occasion incroyable. Il n'en a pas eu qu'une, mais il en a eu une incroyable sur un centre qui est vraiment dans la boîte où il met une tête. Il est à, allez,
il est à 3 mètres des cages, c'est vraiment le bout du monde, et il arrive à la mettre au-dessus. Et il n'y a personne qui vient vraiment jouer la tête avec lui. Donc c'était, voilà, l'Inter pas en réussite, et puis assez pénible dans le jeu. Et puis il y a eu un fait de jeu. Je ne sais pas si vous avez vu le match ou si vous avez vu un résumé, mais il y a eu un fait de jeu encore cette année en Serie A. Les arbitres font vraiment, De la Serie ont A. un vrai impact sur le championnat. Que donc Milan en est à 7 points perdus pour arbitrage. À chaque fois, c'était avéré, hein, parce que donc les arbitres se font sanctionner derrière et n'arbitrent plus. Donc et là, je parle juste en championnat, je parle pas de la Ligue des Champions. Hein, je vais pas revenir sur Fekir, mais c'est vrai que voilà. Et là, en l'occurrence, l'Inter à 1-0. Il y a Belotti qui rentre dans la surface, qui fait un contrôle du pied droit, qui va pour frapper du pied gauche, qui veut poser son pied droit par terre. Et là, il y a Ranocchia qui le fauche et qui fauche son pied d'appui, en fait. Bon, donc voilà, l'arbitre siffle pas, il y a la VAR qui appelle, la VAR regarde la vidéo, je vous invite à la regarder, hein. Et tu vois clairement Ranocchia qui shoot le pied de Belotti avant d'éventuellement toucher la balle, et encore, il touche la balle avec le pied de Belotti, en fait. Donc, c'est même pas Ranocchia qui touche la balle. Et ben la VAR, en regardant, tranquille, hein, posé, cool dans le quart, tu vois, il n'y a pas de stress, certainement qu'ils avaient, je sais pas, des petits Tarainili, etc. Ils avaient un petit Crodino, tranquillou. Et ben ils ont dit, posé, non, il n'y a pas pénalty. Donc le match continue. Bien sûr, Djuric devient fou, hein, l'entraîneur du Torino. Il pète un plomb. D'ailleurs, il a acheté des bouteilles sur le terrain et tout. Enfin bon, bref, il a complètement pété un plomb. Et puis, arrive ce qui devait arriver. C'est-à-dire que l'Inter, en fin de match, pousse un peu quand même. Le Torino a des occasions vraiment de mettre le 2-0 au-delà de ce penalty. Ils ont vraiment eu des très grosses occasions de mettre le 2-0. Malheureusement, ils l'ont pas mis. Et effectivement, à la 85e, je crois, ou 86e, sur une superbe action, là, tu peux pas dire, c'était vraiment une très très belle action, une remise de Dzeko en une qui est vraiment très très bien, et but de Lautaro, et donc un partout. Alors oui, l'Inter a perdu 2 points. C'était déjà un très très beau match. Franchement, le Torino-Inter, honnêtement, c'était un super match de football. Et à part ça, l'Inter a perdu 2 points par rapport au Milan, ce qui fait que maintenant, donc l'Inter a toujours un match en retard sur Milan, mais ils ont 4 points de retard sur Milan, ce qui fait que potentiellement, pour l'instant, là, pour réellement, je veux dire, pour la première fois depuis un petit moment, Milan est réellement premier du championnat, parce que peu importe le résultat de Inter-Bologne, ils auront de toute façon au minimum 1 point d'avance sur l'Inter, sachant qu'en plus, vis-à-vis de l'Inter, vous savez qu'en Italie, le goal average, c'est le goal average particulier. Vis-à-vis de l'Inter, en fait, on a gagné donc 2-1 le match retour, et on a fait 1 partout le match aller. Donc on est de toute façon un petit peu au-dessus. C'est comme si on avait 1,5 points d'avance. 2 points même. Oui, 2 points. C'est vrai. Clairement. Mais et c'est vrai que aussi vis-à-vis du Napoli, en revanche, il y a eu 1-0, donc à l'aller au retour. Donc là, en revanche, le Napoli est devant nous parce qu'ils ont un meilleur goal average général, vu qu'au goal average particulier, on a gagné. On peut donc dire, sans mettre la pression sur l'AC Milan, que l'AC Milan est maître de son destin. Absolument. 9 matchs, 27 points. Voilà, je ne sais pas combien on va en prendre, mais Prends les matchs les uns après les autres. Voilà, une chose est sûre, c'est que si on prend les 27 points, on est champion. Voilà. Après, très honnêtement, je ne pense pas que ça arrive, mais surtout que même là, contre Empoli, on a galéré. Après, Empoli, c'est une très, très belle équipe à avoir joué. C'est une équipe qui pose des problèmes à tout le monde, qui a d'ailleurs gagné contre la Juve. La Juve, je ne sais pas si Forza Juve peut me confirmer ça, mais il me semble que c'était le cas. Donc, non, c'est une superbe équipe, Empoli, mais bon, voilà. Et Kalulu, d'ailleurs, Kalulu qui a marqué son premier but en Serie A, un ancien lyonnais, donc on a payé 480 000 € et qui en vaut maintenant à peu près 20 millions. Voilà. C'est une belle plus-value, si jamais. Oui, c'est bien. Forza Juve qui dit oui, au début de saison, on avait perdu. Ouais, c'est ça, absolument. Mais Empoli pose des problèmes à beaucoup de monde, c'est une super équipe. Ils jouent très très bien. Après, ils n'ont pas l'attaquant qui met tout au fond, mais ils te saoulent, ils te cassent les bonbons pendant 90 minutes. Ils n'ont pas le grand attaquant, comme Ouais. dirait Voilà comme pour dirait l'autre.
Absolument. Voilà pour le championnat d'Italie, c'était quand même assez important, hein, parce que donc là on a vraiment défini un vrai premier du championnat. Et puis l'Inter qui enchaîne les résultats un petit peu compliqués. Après, bon, ils avaient ce match contre Liverpool en milieu de semaine. Donc, est-ce que ça a joué aussi voilà. Et Brozovic qui n'était pas là en plus. Donc, voilà, compliqué. Parfait, au top. Merci pour une fois que tu es rapide, Mehdi, faut le souligner. Merci à T'as vu toi. un peu? Incroyable. En même temps, il est 23h30. Bon, il faudrait peut-être commencer, quoi. C'est vrai, C'est tout quel- à fait. T'as raison. Bien le bonjour à Berlioz Ah, qui est derrière Berlioz. toi. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Bonjour, Berlioz. Tout à fait. L'Atalanta a fait un partout contre le Genoa. C'est Joël qui dit ça dans le chat. Et Oui, Fordiluf qui nous dit absolument. on avait perdu chez nous et on les avait battus 3-2. Pardon. Sachez qu'actuellement la Lazio est en train de jouer face à Venise. Et 0-0 à la 43e. Lenny, ça va te faire plaisir. Il y a Tomix du 13 qui nous a rejoint et qui nous dit Gerson, t'es le plus beau, tu le sais. C'est pour moi, bien évidemment. Tommy, ça fait très plaisir que tu sois là, la vérité. Voilà. Tomix du On 13. ramène du monde petit à petit entre Marseille, Paris, Genève, Toronto, Dubaï, la Croatie, bref. Là, dans le troisième, Chaud. c'est temps, bien entendu. Ludo, on ne te voit pas. C'est pas grave. Oui, T'es avec nous, bien entendu. oui, On va parler un absolument. peu de, On voit, de on voit la Bundes. plus belle partie de lui, quand même, là. Exactement, son cœur, à savoir le Bayern Ouais. München. Absolument. Si vous doutez de quelle couleur est mon cœur, il y a cette couleur-là. Ludo, Oui, Bundesliga avec un gros match, et je pense que Kevin sera d'accord avec oui, moi ah bah pour le oui, dire, de Leipzig. oui. Alors oui, pardon. Alors oui, alors genre une Bundesliga post-européenne. On sait que, et on en a déjà parlé, que les matchs post-européens souvent sont compliqués pour les grosses écuries. Alors je vais pas m'attarder sur même la journée parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en gros le Bayern ils perdent encore des points face à Hoffenheim. Ce système ne fonctionne est un épiphénomène. On n'en parlera pas plus tard parce qu'on va débriefer un autre match, mais ce qui s'est passé contre Salzbourg, c'est un épiphénomène dans ce qui se passe à Munich. Munich va mal, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on en prend 7 à Salzbourg que Munich va bien. Le système de jeu demandé par Nagelsmann, il y a aucun équilibre entre l'attaque et la défense, sachant qu'on joue avec 5 attaquants. Alors, ça a matché contre Salzbourg parce qu'on a marqué très vite et on a marqué 2 buts rapidement sur penalty. Et du coup, après, je pense que le moral de Salzbourg a lâché et ça a permis de mettre une casserole. Mais on le voit contre une équipe qui se projette moins, qui a moins la pression de la Ligue des Champions. Et quand on n'arrive pas à marquer rapidement et qu'on prend des buts, c'est très compliqué après de revenir, sachant en plus qu'il n'y a pas de profondeur de banc. Bref, on attend les retours de l'infirmerie. Pendant ce temps-là, Dortmund revient. Haaland a pu rejouer, mais il est rentré un peu tard vraiment pour, pour avoir du poids sur la confrontation. Je crois qu'il est rentré 70e, peut-être un peu avant. Donc il n'a pas marqué. C'est Wolf qui a marqué. Dortmund qui a pas fait un gros match, mais qui font du Dortmund. Ils sont absolument pas réguliers cette saison. Donc je pense potentiellement qu'ils vont garder leur deuxième place parce que les Leverkusen en plus sont ratés cette semaine. Mais il y a un Leipzig qui revient très très fort, un Leipzig qui n'a pas perdu de... Ça fait 5 matchs maintenant, je pense, qu'ils ne perdent pas. Alors, il faut savoir que j'aime énormément ce que fait le beau-frère de Kevin, Nkunku, mais je ne veux pas qu'il y ait une rivalité qui vienne entacher notre amitié parce que ça peut aller très vite, Kevin. Si tu commences à me dire, ouais, je suis supporter du RB Leipzig, ça va pas me plaire, on aura de monstres Non, débats entre politique de club et tout ça. Bref, tout ça pour dire non, je supporte que que le Leipzig... beau-frère. Ok, ça va. Peut-être qu'un jour, il sera bavarois. Ce sera moi qui t'offrira le premier maillot. Ah, avec Euh, plaisir. C'est Ah, mais dit, tu sais quoi, on ira ensemble au stade. c'est Ah, dit. ah bah alors là, oui, je t'offre le maillot, tu m'as fait place, ça me va. Avec plaisir. Non, Leipzig revient très très fort. Bon, alors, toute proportion gardée, parce que c'était contre Greutfurt et ils en ont planté 6. Et pourtant, sur l'ensemble du match, je les ai pas vus dominer plus que ça. Alors, certes, ils ont mis, je crois, ils ont mis 12 tirs cadrés et la moitié c'était des buts. Du coup, il y a un très fort taux de réussite au niveau de l'attaque. Nkunku a encore marqué, Silva a encore marqué. Alors, C'est l'équipe qui va très très bien. ce qui est à noter, Dis-moi, je te coupe Ludo, il y a je eu 6 t'écoute. buts, 6 buteurs Oui. différents quand même. Et ça, Oui, c'est oui, ça assez c'est fou. incroyable. Oui, ça c'est fou. Ça c'est fou, sachant que bah, là, ils sont en pleine bourre. Il n'y a plus rien à jouer.
ils peuvent se concentrer sur aller chercher la place européenne. C'est quasi certain qu'ils l'auront. Ils sont à, si je ne me trompe pas, un point de Leverkusen. Exact, ouais. Leverkusen, on sent que c'est compliqué. En plus, Leverkusen, ils ont eu un match très très compliqué contre l'Atalanta cette semaine en Coupe d'Europe. Ils ont du coup une confrontation à rejouer au match retour qui va encore leur coûter de l'énergie. Je pense que pour Leipzig et Nkunku, ça va pas être très compliqué d'aller chercher la troisième place. La deuxième place, il reste encore des journées, mais ça, je pense que ça va être encore un peu compliqué et on verra par la suite. Ok, au top. Les gars, qu'est-ce que vous voyez, vous, Kevin, Lenny, pour cette deuxième, troisième place en Bundesliga? C'est très serré. Ouais, la deuxième, enfin, il y a encore une confrontation à Dortmund dans 2 semaines. Non, non, dans un mois, pardon, au début avril. C'est là vraiment qu'on va savoir qui est le réel dauphin du Bayern. Si le Bayern ne s'écrase pas, attention, hein, parce qu'on voit ça peut aller très vite. Ils vont pas s'écraser. Ouais, tu penses pas, Ouais, Kevin? bah, Non, je pense pas dans le sens où il faudrait en fait deux facteurs concomitants, que le Bayern s'effondre et que Dortmund soit un rouleau compresseur, ce qui n'est pas le cas cette saison. Après, effectivement, ils sont plus réguliers que Leipzig, que Leverkusen ou ouais, Hoffenheim, mais c'est vrai que voilà, Leipzig revient bien, mais il faut pas oublier leur très mauvais début de saison. Et tous les points qu'ils ont laissé ouais. passer en route à l'automne, en fait, ils le payent maintenant. Ouais. Ils pourront malheureusement pas viser plus haut que la troisième place. Ok, Lenny, t'es d'accord avec ça? Ouais, exactement. Après, j'allais rajouter, pour juste la petite partie Bayern, s'ils s'écrasent, je pense que c'est aussi beaucoup erreur d'arbitrage, parce que je crois que hier, il y a un penalty qui est pas sifflé sur une petite frappe de Muller et le défenseur il glisse et je crois que c'est pas sifflé. Il y avait la VAR, alors que pour moi, Absolument. Après, je n'aime pas rentrer dans ces débats, il y a faute, il n'y a pas faute, ouais, parce qu'avec ça, tu passes en c'est quart vrai. de finale de Ligue des Champions, tu vois. Par Donc, exemple. je préfère dire qu'ils n'ont pas fait le taf. Et si on s'arrête sur une erreur d'arbitrage, c'est qu'on n'a pas fait le taf pendant le match. C'est pas Ouais, c'est faux. vrai, t'as raison, t'as raison. Et aussi pour Leipzig, le match était vraiment top. Nkunku, Ah il a oui, c'était brillé, ouf. hein. Je crois qu'il fait deux ou trois passes D et il met son but. Donc le mec, il fait son taf. Est-ce que tu sais, par Et exemple, j'aimerais. Kevin, combien de temps il reste à Nkunku de contrat ou pas? Parce que j'ai aucune idée. Je me posais la question. Ah, ça, je sais pas, j'avoue que j'ai pas regardé. Je vais pas regarder, mais Ok, je te réponds tout à l'heure, j'ai vérifié. ok. Et Mais il me Parfait. juste, semble que ouais, il devrait partir cet Ouais, été. dites-moi. Ah oui, Ah, non, non, ça a vas-y, juste vas-y, bougé, pour oui. vas-y. terminer, Vas-y, Lenny, juste ouais. pour terminer pour la propagande Nkunku, j'espère qu'il sera en équipe de France à la Ouais, Coupe du Monde. Ah bah on oui. en parlait et il y a des belles pépites, hein, j'ai l'habitude de le dire. En Bundesliga, c'est Ouais. assez incroyable. Il y a bientôt une liste de Deschamps. Si Nkunku n'y est pas, ce serait un scandale. C'est Ah Forza bah oui. Youth qui nous dit ça. Et Joël qui te salue, Lenny. On connaît Yo, Joël. votre Il- passé. J'essaie de trouver le 2024, juin 2024 Ouais, pour 2024, c'est ce que Nkunku. j'avais comme info. Juin, Jusqu'à juin 2024. Ok. exactement. Donc Faut pas qu'ils encore un peu perdent de temps. d'argent dessus, hein. Ils sont Pardon? habitués, hein. Faut pas que Leipzig laisse passer de l'argent parce qu'ils sont habitués ces derniers temps. Exactement. Pour le moment, il est évalué sur Transfer Market, alors ce n'est que spéculatif et à 55 millions d'euros. Ah bah voilà. Sabitzer, je Pourquoi ils se pense qu'il cassent tous était. les dents sur Haaland là? C'est le coucou qu'il faut prendre. Sabitzer devait être à 70 C'est millions, il est ça. parti à 15 millions, hein, si jamais. Donc, Voilà. on connaît la force de négociation du Bayern Munich. Merci Ludo pour cette page Bundes. On va avancer très rapidement. On va parler un peu de Ligue 1. Kevin, Lenny, on vous connaît, grand fan de Ligue 1 bien entendu. On va parler du Paris Saint-Germain juste après sur la page Ligue des Champions, parce que pas grand chose à dire sur la victoire hier, 3-0 face aux Girondins. Belle victoire et petit. Ouais. Non? On peut quand même se demander Oui? si on pouvait siffler Léo Messi ou pas. Il y a des gens qui se C'est vrai. demandent s'ils peuvent siffler Léo Messi ou pas. Je sais pas. Moi, pour moi, le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est absolument instantané. Ouais. C'est tes performances instantanées qui sont jugées en permanence tant que tu es sur le terrain. Mhm. Une fois que tu as pris ta retraite, c'est autre chose. Et là, on prend l'ensemble de ta carrière. Mais à partir du moment où tu remets en jeu, à chaque fois que tu me rentres sur le terrain, ton titre, en gros, de meilleur joueur du monde, si c'est le cas, eh bien, tu t'exposes à des sifflets. Et moi, ça me pose absolument aucun problème. Michel Platini s'est jamais fait siffler. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa retraite à 32 ans.
Après, s'il avait continué jusqu'à 36, certainement qu'il se serait fait siffler. Non, mais très clairement, Ouais, tu bien vois. entendu. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, tu le mets sur le banc ou tu le siffles, bah, il te met un triplé. Voilà. C'est pas, C'est tu vois, abusé. pas compliqué. Si Messi est pas d'accord avec ce qui s'est passé, enfin, il a fait une performance horrible contre le Real, mais si seulement elle était toute seule encore, ce serait pas très grave. Bah, il fait un match où il marche à peu près 12 kilomètres contre Bordeaux. Donc oui, c'est normal qu'il soit sifflé. Enfin, Alors, pas un ça fait problème, quoi. beaucoup parler dans le chat, le Paris Saint-Germain, bien entendu. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne se concentre pas sur la page, en tout cas Ligue 1 sur le Paris Saint-Germain, parce qu'on va en avoir énormément Mhm. à dire sur la page Ligue des Champions avec le débrief notamment du match. Par contre, il y a Guy Toulalouz qui nous dit Lyon et Monaco disent au revoir aux places européennes. Effectivement, on voulait parler de Lyon, Rennes avec le retour de Pep Genesio j'allais dire à Gerland, mais pas du tout, au Stade des Lumières. Ouais, Euh, il a célébré tous les buts. Exactement, bien entendu. Ah ouais, L'Olympique il Lyonnais, en a rien alors à foutre. très 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 gros match Et il du paraît Stade qu'il y avait Rennais. Florian Maurice qui faisait un hélicobite derrière. Enfin bon, j'ai entendu dire. Merci Mehdi. Il est Merci fou. beaucoup Mehdi. Le Paria de Lyon qui assomme Lyon, effectivement. Combien de fois Pep Genesio a été décrié complètement par ses supporters, par l'équipe, par tout le staff. Et c'est une vraie revanche aujourd'hui de gagner au Parc OL 4 buts à 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Kevin et Lenny. Lenny, si tu veux prendre la main. Ouais, ouais, très, très. Enfin, alors, il n'y a qu'un seul Olympique, hein, donc je suis très, très content de leur défaite. Après, dans le jeu proposé, c'était vraiment un peu haché. En fait, ils ont plus le jeu qu'il y avait avant. Ils veulent mettre en avant le Lucas Paqueta, qui est très, très bon cette année. Mais malheureusement, dans une équipe comme Lyon, tu peux pas avoir qu'une seule star. Si on regarde les plus grosses années de Lyon, c'était une équipe, c'était 11 joueurs ensemble, chacun faisait le taf sur le terrain. Et là, ils essayent d'avoir des stars un peu comme Paris, en fait. Moi, je trouve qu'Olas, il est en train d'essayer de prendre exemple sur Paris, alors que, tu vois, pour avoir une star brésilienne, il faut avoir un attaquant étranger, enfin, l'attaquant français. Enfin, moi, je suis pas très, très fan de Lyon en général, mais là, encore C'est plus sur les derniers matchs. C'est c'est encore le plus sur les pari de derniers matchs. Witch. Oh, C'est ça, le pari de Wish. Et donc, voilà. Après, du côté de Rennes, ce que j'aime beaucoup, c'est Martin Terrier. Ce joueur, je le trouve vraiment très très bon. Là, je suis à fond dans la future équipe de France et je sais que souvent il est appelé. Et je pense que pour un rôle de doublure, Martin Terrier, il mérite sa petite Martin place de Terrier, convocation parce ancien que. joueur aussi de l'Olympique Lyonnais, comme quoi, et Exactement. qui n'avait pas forcément réussi à Lyon. Tous les joueurs et entraîneurs qui ne réussissent pas à Lyon, à chaque fois qu'il y a un match décisif face à Lyon, bah finalement c'est jackpot pour eux. Kevin, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce match? Sur ce match-là, on a eu un très bon Stade Rennais. Ils ont un peu déçu, je dirais, en Conference League cette semaine. Donc, je pense qu'ils avaient à cœur de se racheter. Et puis effectivement, en 49 minutes, 4-0, circuler à rien à voir. Il y a quand même eu pas mal de fébrilité côté lyonnais, notamment au niveau Anthony défensif avec Lopez Lopez. aussi, ouais. Voilà, qui a fait passer Donnarumma pour un petit enfant de cœur. Je tenais quand même à le dire. Donc ouais, non, côté lyonnais, quelque part, en soi, c'est une performance à l'image de leur saison. Ils ont un effectif qui doit viser plus haut, un effectif qui mériterait d'être plus haut, je pense, mais voilà, dans le jeu, il y a quelques défaillances et ça se paye cash, beaucoup d'inconstance au niveau des résultats et dans le jeu. Après, Lenny qui disait justement que Lyon cherchait à avoir une star un peu comme le Paris Saint-Germain, ils ont toujours eu cette culture-là, en fait. Il y a juste une petite parenthèse entre 2012 et 2016 avec la construction du Groupama Stadium. Mais ils ont toujours eu cette volonté, notamment lorsqu'ils ont fait venir Juninho, lorsqu'ils font venir Elbert. On a eu également Joe Carou qui plante un doublé ou un triplé à Bernabeu. Enfin, ils ont toujours eu cette culture d'avoir au moins une petite vedette, faire parler un peu de la capitale des Gaules. Et donc, en soi, il n'y a rien de surprenant à voir Paqueta vouloir le faire briller.
Mais voilà, un coach étranger à l'Olympique Lyonnais, malheureusement, ça marche pas tout le temps. J'ai pas le souvenir d'un coach étranger qui réussit à Lyon. C'est effectivement compliqué. L'Olympique Bah, Lyonnais est 10e au classement il n'y en a aujourd'hui, pas eu. avec 41 points. Ouais, Mehdi. Il y a pas eu de coach étranger à l'Olympique Lyonnais. C'est le premier. Ah, alors, non, pardon. Il y a Silvino, mais c'est Silvino. pas un coach. Lui, c'était un, comment, c'est un sergent de garnison, je pense, un truc comme ça. Je peux pas te dire exactement. T'as l'impression que c'était un troufion, Silvino, avec sa coupe de cheveux. Ouais. Ah, c'était un capot. Il a quand Mehdi est en même bien forme. ambiancé les supporters lyonnais avant hier. C'est Mehdi, l'image qui restera. Mehdi est en forme, ça fait plaisir. Messieurs, allez, on va avancer. Désolé pour le peu de temps qu'on passe sur les championnats, mais vous inquiétez pas, restez, parce que vraiment, la deuxième partie avec la Ligue des Champions, Ça ça va va être tailler. exactement, ça va être très important. On passe rapidement sur l'Angleterre. Messieurs, avec Mehdi, tu voulais nous parler aussi d'un match et d'un certain joueur, plutôt. Ouais, bah ouais, parce que c'est vrai que lui, il est assez, je pense que il vieillit un peu mieux que Léo Messi. Très honnêtement, hein, c'est pas pour ça que je pense pas que Léo Messi est certainement sur l'ensemble de sa carrière peut-être un petit peu supérieur à Cristiano Ronaldo. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Hein. Je sais que ça, c'est comme est-ce que tu aimes le sucré salé ou pas. Hein. C'est vraiment une question de goût. Mais c'est vrai que Cristiano, lui, déjà, il est beaucoup moins ambitieux que Léo Messi. Parce que Léo Messi, tu t'attends à ce qu'il dribble toute une défense, il joue au milieu du terrain. Enfin bon, bref, c'est compliqué, tu vois. Il joue sur une aile. Cristiano, maintenant, il a considérablement réduit son jeu et il se réduit à marquer des buts. Et c'est vrai que il le fait très bien quand il est servi. En revanche, c'est clair qu'il faut orienter le jeu sur lui. Mais on dirait que Ralph Rangnick et l'équipe ont compris, commencent à comprendre qu'effectivement, il faut jouer pour lui. Donc voilà, là, c'était un gros match quand même contre Tottenham. Après, le score ne dit absolument pas, enfin si, le 3-2 dit absolument toute la difficulté qu'a eu Manchester United à jouer contre Tottenham. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais à la fin, l'interview de Antonio Conte, c'est Cristiano Ronaldo est un joueur hors norme, mais si Manchester United n'avait pas eu Cristiano Ronaldo aujourd'hui, ils auraient certainement perdu, en fait. Parce que le premier Ouais. but qui sort de nulle part, c'est un truc tu vois qui n'existe pas en fait. Hein. C'est pas un but, enfin c'est pas une occasion. Il met une cacahuète dans la lucarne. Il m'a fait penser à ce but je me souviens plus si c'est le FC Porto avec Manchester. Je sais pas si vous vous souvenez c'était à l'époque où il marquait encore des coups francs. Donc c'était il y a très longtemps. Et en l'occurrence, il récupère la balle au milieu du terrain, il met une frappe dans la lucarne contre Porto, c'était horrible. Et ben c'est à peu près la même, hein, parce que le goal là, il la voit arriver, hein, mais il peut pas faire grand chose en fait, ça va trop vite. Donc voilà. Et après le reste, c'est du Cristiano quoi. C'est vraiment du Cristiano dans ce moment quoi. Voilà, il est plus du tout décisif quasi en un contre un, mais en revanche, il sent encore le football, il a encore une frappe de balle des deux pieds qui est incroyable, il a un jeu de tête encore, il marque de la tête, il a un superbe timing. Voilà. Après, il faut savoir le trouver. Mais voilà, la semaine dernière, on se demandait s'il était parti en vacances parce que Ralph Rangnick lui avait annoncé qu'il était sur le banc et donc il a simulé une blessure, etc. Bon bref, avec Ronaldo, dès que tu lui mets la pression, que tu commences à parler derrière, Quand il y a un doute, il n'y a bam, pas de doute. il cache. Ouais, c'est dingue. Hein. Franchement, il a cette capacité de Ouais, c'est clair. réaction qui est vraiment impressionnante. Donc ça, tu peux lui créditer. Après, il faut vraiment jouer, pour lui. Après, de l'autre côté, je sais pas si vous avez vu, mais le match de Tottenham était un vrai très bon match, honnêtement. Harry Kane a fait un super match. Il y a eu de très très belles combinaisons. Non, franchement, c'est dommage pour Tottenham parce que Tottenham, ça commence à prendre gentiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis au niveau depuis l'arrivée de Antonio Conte. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. Déjà, tu comprends comment veut jouer Tottenham. Et c'est des fois ambitieux. Alors après, c'est pas très ambitieux dans le jeu, mais c'est maîtrisé en fait.
tu veux, ils ont un plan de jeu qui est très maîtrisé et qu'ils répètent, qu'ils récitent vraiment à merveille, bien plus que quand il y avait Mourinho, parce que c'est à peu près le même style de jeu. Hein. Tottenham ne cherche pas forcément à avoir la balle. Hein. Ils cherchent en fait, en revanche, à jouer d'énormes phases de transition répétées pour faire craquer les défenses adverses. Donc voilà, mais Mourinho, c'était vraiment pas vraiment maîtrisé. C'est exactement ça, mais c'est pas maîtrisé. Antonio Conte, c'est pas seulement défensif et du contre, c'est aussi en fait une façon de jouer avec des comment dirais-je, des cycles de jeu et même des vagues de temps en temps qui se répètent sur la défense adverse. Parce qu'à chaque fois, ils repartent derrière et bim, ils réattaquent. Ils repartent derrière et sans perdre la possession du ballon. C'est pas seulement, en fait, c'est pas une équipe qui va conserver le ballon autour de ta surface de réparation. C'est une équipe qui va répéter les vagues. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, ils repartent toujours de derrière et hop, là, ils réactivent. Donc, c'est assez, voilà. C'est quelque chose qui est maîtrisé et qui est voulu. Après, il n'a pas forcément tous les joueurs pour faire vraiment des différences à tous les postes. Donc, voilà, bon, mais c'est une équipe cohérente maintenant, Tottenham. Ça va être très, très compliqué pour les places européennes quand même. Mais bon. Justement, en parlant de place européenne, il y a Guy Toulalouz qui nous a dit United finira hors top 4. Pour le moment, ils sont 5e. Et aussi, United a encore la tête de l'eau cette année grâce à CR7. On se posait la question si c'était plus ou moins. Je pense qu'on n'a pas trop la réponse non plus aujourd'hui. Plus ou moins deux. Si c'est bon pour United que CR7 soit là, ouais, et si c'est vraiment grâce à CR7 qu'aujourd'hui United est. Et à ce niveau-là, est-ce que sans CR7, il y aurait eu une meilleure cohésion ou pas? C'est qu'il y a eu un peu une division dans les vestiaires. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Ludo, ce que tu en penses. Mais moi, en fait, il y a une question que je comprends pas, c'est comment aujourd'hui, à leur même stade de carrière, il peut y avoir une telle différence entre Messi et Ronaldo? Est-ce que c'est Messi n'a plus l'envie? Parce qu'on sait que Ronaldo, ça a toujours été un travailleur. Donc potentiellement, il devrait être plus éreinté. Parce que Messi, tout son football a reposé sur le talent et c'est un ovni et il a un don du ciel. Ronaldo, lui, et même s'il a un don, certes, il a toujours dû travailler beaucoup plus que Messi, je pense, pour atteindre ce niveau et sa forme physique et tout ça. Et je me demande, est-ce que Messi n'a juste plus envie de jouer au football à haut niveau ou il veut juste prendre son cash ou qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence entre les deux niveaux? Qui souhaite répondre à cette question? Mehdi ou Kevin, je vous sens d'attaque. Mehdi. C'est ce que je disais, Ronaldo, après tu me diras ce que tu en penses, Kevin, mais Ronaldo, il a restreint. Là, il n'y a pas longtemps, je regardais une vidéo de Ronaldo sur ce qu'il faisait à Manchester United, son premier passage. Et le Ronaldo de maintenant, il s'est transformé en pur buteur. Il joue quasi que dans l'axe. Il fait quasi pas de pressing, hein, très honnêtement. En fait, il a restreint au plus simple appareil son jeu. Messi, en fait, reste dans le cœur du jeu. Et ça se voit beaucoup plus, ses carences physiques. Donc, voilà. Kevin? Ouais, je dirais que Messi n'a pas su se réinventer. En fait, Cristiano Ronaldo a eu cette science tactique de se dire, voilà, à certains moments, on a même vu au Real Madrid, il a commencé ailier, puis il a fini limite en pointe avec Benzema qui tournait autour. Et, et Messi, malheureusement, en fait, essaye de rester toujours assez proche de la surface de réparation, ou parfois reculer un peu plus pour transpercer la défense comme il le faisait il y a 10 ans. Sauf qu'il n'a plus le coffre et je pense qu'il devrait comment dire, essayer de se réinventer ou s'adapter différemment en fait au style de jeu du Paris Saint-Germain parce que au final, un joueur avant tout fait partie d'un collectif et c'est pas le collectif qui doit s'adapter aux joueurs. Je pense que c'est l'une des règles élémentaires du football lorsque même on va jouer avec des amis, etc. L'idée, c'est de former un seul collectif. Et avec Léo Messi, on a l'impression qu'il reste toujours un peu dans comment dire, dans ce carcan du Barça, en fait. C'est que la Masia, c'est bien, mais malheureusement, ça t'apprend à jouer que d'une seule et unique façon. Et, euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le championnat de France a toujours été un très bon exportateur de talent. C'est que les joueurs formés en France peuvent jouer dans différents systèmes, peuvent jouer dans différents styles de football, alors qu'en Espagne, un joueur espagnol, en fait, va avoir plus de mal, ou les Anglais, j'en parlerai même pas, vont avoir plus de mal, en fait, à s'adapter à différents styles de jeu, à différentes exigences, en fait, de coach. Et pour Messi, on a toujours le sentiment que voilà, le pressing offensif de la première ligne, Messi, c'est pas qu'il n'a pas inculqué, mais c'est qu'il peut le faire pendant 20 minutes, 30 minutes.
une heure tout au plus, et après on va sentir une baisse de régime. Et les adversaires l'ont beaucoup compris. En un contre Oui. un, il va peut-être faire une petite différence sur un ou deux duels, mais pour le Même reste, on a pas. l'impression qu'il a donné. Voilà. Donc, Même plus. donc Non, mais après, c'est voilà. vrai. Même, Je sais plus. non, mais même la façon dont on voit Messi, en fait, quand on voit un joueur avec le maillot floqué Messi au dos, on a l'impression que c'est toujours le même joueur qu'il y a 10 ans, alors que c'est plus possible. Il nous a emmené quelque part si loin qu'on conserve en fait ce niveau d'exigence, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, un peu comme Beckham et sa fin de carrière, en fait, il peut juste plus jouer de la même façon. Et j'aurais aimé en fait qu'il ait quelque part l'honnêteté de le faire comprendre, que ce soit aux médias ou même au coach, lui dire voilà, écoute, moi aujourd'hui, j'ai plus les jambes pour jouer à 90 minutes, Mhm. donc tu me fais jouer une heure et puis après, je sors pour le bien de l'équipe. 30 minutes. Et, 30 minutes, et c'est bien. ça peut être bien aussi. Ça peut être bien aussi. Ou au moins travailler pour pouvoir, comment dire, se repositionner peut-être dans le cœur du jeu, faire évoluer aussi son poste, parce que quelque part, bon, Messi, ça n'a jamais été quelqu'un qui courait beaucoup. Donc, je vais pas taper sur le dos de ses formateurs, mais on a l'impression que voilà, c'était quelque part une anomalie dans le football moderne et qu'il a eu Mhm. un système qui a été mis complètement à son service pendant 15 ans. Parce que le Barça s'est complètement adapté à Léo Messi. Les joueurs étaient formés, les joueurs étaient choisis Par rapport à Messi. pour jouer autour de Léo Messi. Et Exactement. c'est exactement ce qui est dit. Alors, ça fait parler hein, dans le chat, bien évidemment, ça fait réagir. Boulif qui nous dit CR7 c'est le travail à long terme, ça paie grâce à son physique. Messi c'est un ovni mais sans la vitesse c'est choquant. Joël qui nous dit il faut que l'équipe joue pour Messi comme tu le dis Kevin et c'est pas le cas à Paris. Forza Youth qui nous dit c'est un dingue de travail, Benzema l'avait dit, CR7 est là une heure avant l'entraînement et à la fin de l'entraînement il s'entraîne encore, Eh oui. une machine de guerre. Et enfin Naomi qui nous dit je vous sors juste la phrase de Mourinho en 2014. Une fois je l'ai dit à Messi, si tu quittes le Barça, nous allons voir ton vrai niveau. Mais ouais. Est-ce qu'on voit pas réellement le vrai niveau? Non. Et Mais oui, alors, Mehdi, s'il avait quitté le Barça en 2014 et qu'il avait signé à, je sais pas, on dit, Manchester City à l'époque ou un truc comme ça, là, on aurait vu le vrai niveau de Messi, oui, je pense. Mais là, il est beaucoup trop tard. 2022, je veux dire, on la peut plus DLC, elle est juger. passée Eh depuis un oui. bon moment, hein. Tu sais, c'est comme le yaourt Non, qui mais reste même. tout au fond à gauche de ton frigo. On l'a tous Tu sais, celui-là. celui où le yaourt, il bouge tout seul dans ton frigo. Mais s'il en est là, hein, la DLC, elle est dead. Voilà. Donc, Kevin, incroyable. tu voulais rajouter quelque chose très rapidement parce qu'on va avancer après Non, mais sur autre pas chose. de souci. Mais même avec l'Argentine, en fait, on voit que Léo Messi n'a jamais, enfin, il a jamais vraiment réussi à briller. Effectivement, sur un ou deux matchs, notamment sur son parcours en Coupe du Monde en 2014, il réussit en fait à tirer l'épingle du jeu, mais c'est souvent l'un de ses lieutenants, entre guillemets, qui le portait. Je pense notamment à Di Maria, qui en 2014 fait un boulot monstrueux pour que l'Argentine aille en finale de Coupe du Monde. Sur la dernière Copa América qu'il remporte, c'est Di Maria qui marque encore en finale. Messi marque sur le penalty, ok, très bien, mais je vais faire une petite transition vers la double confrontation contre le Real. Quand on fait les comptes, au final, le penalty qu'il loupe face à Courtois, C'est vrai. il coûte Ouais. cher. C'est vrai. Il coûte très très cher. Et un joueur comme Messi, c'est là qu'on attend. C'est là qu'on attend et c'est aussi un reproche qu'on a fait à Ibrahimovic. C'est aussi un reproche qu'on a fait à Ibrahimovic, c'est de ne pas être décisif sur les phases à élimination directe. Messi a été recruté au Paris Saint-Germain pour ça. Et on a été très patient avec lui. Et c'est pour ça que les sifflets, quelque part, je veux bien les comprendre du côté du Parc des Princes. On a été très patient. On s'est dit, bon, il doit s'adapter, etc. Il n'a jamais quitté Barcelone. On a vu le tirage au sort. Il connaît bien le Real, etc. Donc, il va briller. Le Real, c'est pour lui. Et on en reste sans voix. Voilà. Juste, alors, C'est. on va avancer sur la Liga, bien entendu. Juste avant de clôturer cette première ligue, il y a eu un message très important de Forza Youth. Je vous le remets en Angleterre ce week-end. Il faut parler du but de Yarmolenko. C'était incroyable, le public en émotion. J'en ai eu des frissons. Effectivement, le joueur ukrainien qui a ouvert le score face à West Ham et qui a fini en pleurs, c'était à noter. Toujours cette ambiance avec tout ce qui se passe. L'émotion.
Exactement, l'émotion, on l'a dans le football, bien entendu. Il y a eu un autre message et je vous le remets directement. C'était par rapport à Modric de Forza Youth. Dans les vieux qui cartonnent, ne pas oublier Modric qui a bientôt 37 ans aussi. Lui il joue milieu défensif et un poste qui demande beaucoup de physique. Ça fait la transition, même si on ne va pas parler du Real tout de suite, sur la Liga. Mehdi, tu voulais nous parler, c'est toujours toi qui veux nous parler, tiens donc, d'un match en Liga, mais s'il te plaît, il me faudrait le slogan de la Liga pour la 93e. Et oui, on va parler de la Liga. Merci, Mehdi. Donc oui, effectivement. En fait, j'avais envie de parler d'un match qui représente la Liga de 2022. C'était un bon match hein, d'ailleurs. C'est Betis Athletic Bilbao. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais en fait ce que je voulais un petit peu dire, c'est que on va parler après de PSG Real, mais le PSG Real, bon, c'est de la Ligue des Champions, tout ça, c'est huitième de finale, tout ça, le Real va en quart, génial, ils vont se faire déglinguer. Toi, tu voulais vraiment nous parler de la Liga pure. Ouais, et surtout, ce que je veux dire, ça ne change pas le fait que le Real ait passé le Paris Saint-Germain sur ce que je disais sur le Real et sur la Liga. Le Real n'est plus une équipe capable de gagner avec des champions et on va vite s'en rendre compte au prochain tour. Hein. Donc voilà. Non, mais c'est la réalité. S'ils sont un tout petit peu lucides, il n'y a pas de, Tout dépend pas de du raison tirage. de penser à autre chose. Oui, non, mais ils vont prendre soit City, soit Liverpool, soit le Bayern, soit Chelsea. Je te garantis que même si c'est Tourelle qui conduit le minibus pour aller jusqu'à Madrid, ils vont les déglinguer. Donc, alors, ce que j'ai vu du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui m'a impressionné. Que dalle. Mais alors, je sais pas pour vous, hein, mais il n'y a rien du tout qui était impressionnant parce que c'est le Paris Saint-Germain qui s'est coulé. Donc, ça n'a rien à voir. Surtout qu'ils se sont fait marcher dessus pendant 150 minutes. Mais attendons le débat de deuxième partie d'émission. S'il te plaît. Mais le truc, en fait, c'est que le Betis Athletic, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est terminé de façon assez marrante pour Nabil Fekir. Hein. C'était quand même assez drôle. C'est vraiment le cœur de la Liga. C'est un match qui est très très serré, où il n'y a pas un nombre de buts phénoménal, hein, il faut quand même le dire. En revanche, il y a une très très belle qualité technique au milieu du terrain. C'est vraiment assez impressionnant, hein, la maîtrise technique qu'ont les deux équipes. Il faut savoir que l'Athletic Bilbao, c'est un club ultra historique du championnat. Alors, ils sont un peu moins bien classés que le Betis qui, ces dernières semaines, luttait pour le podium. Donc c'était bien. Bon, là, ça y est, ils sont sortis la semaine dernière, en fait. Hein. C'est l'Atlético qui les a sortis. Mais c'est vrai que c'est vraiment le cœur de la Liga. Et la Liga, c'est pour ça que ça continue à être, je pense, un petit peu performant en Europa League et que c'est des équipes qui peuvent aller jusqu'au bout en Europa League parce qu'en fait, le ventre mou, pas le ventre mou, mais tu vois, entre la 5e et la 10e place, tu as des très bonnes équipes très techniques qui ont vraiment un niveau moyen plutôt sympa, qui est plutôt bon. En revanche, quand tu rentres dans le top 4, là, tu as des équipes qui sont plus du tout au niveau du top niveau européen, en fait. C'est plus, il y a plus de, tu vois, quand tu regardes l'Atlético de Madrid, quand tu regardes le FC Séville, le Barça et le Real, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas d'équipe dans ces quatre-là qui peuvent jouer la Ligue des Champions. C'est des joueurs, c'est des équipes qui vont jouer, pardon. Ouais, ils sont pas dans le top 4 européen. Ouais, absolument. Ils vont pas gagner la Ligue des Champions. Tu vas pas te dire, il y a une des quatre équipes qui peut gagner la Ligue des Champions. Non, je suis désolé, c'est terminé. C'est fini. Leur temps est passé. Alors, ça va peut-être revenir, mais leur temps est passé. En revanche, effectivement, entre la 5e et la 10e place, tu as des excellentes équipes qui peuvent vraiment te casser les bonbons en Ligue Europa et en Conference League. Ça va être très compliqué de tous les sortir, parce qu'on a vu, hein, le Barça a fait un super match contre Naples, le match retour était franchement super bon, alors que malheureusement le match aller était plutôt réussi de la part de Naples. Donc non, voilà. En tous les cas, c'était un match qui était très très agréable à regarder, mais c'est vrai que tu as toujours ce sentiment, ce goût d'inachevé avec l'Espagne ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas de but en fait. C'est des matchs où il n'y a quasi pas de but. Et c'est super relou. Alors, heureusement qu'il y a Nabil Fekir qui,
te crée une petite bagarre en fin de rencontre. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait, mais c'est vraiment cool. Donc, contrôle, il jongle tranquillement. Donc, il se fout allègrement des joueurs de l'Athletic. Ça plaît pas trop. Il prend un taquet. Il y a Moonheim qui vient lui tirer la barbe. Il aime pas ça. Il lui met une balayette. Et carton rouge, allez, c'est parti. Donc, c'était sympa. Insulte. En plus, vous avez vu cette caméra qu'ils ont en Liga? Parce que c'est vachement lui, la Liga. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, ils ont mis le mode portrait des iPhone 13 Pro Max. Ils l'ont mis dans une caméra. Et elle te suit comme ça, et donc tu as le flou derrière. Je sais pas si vous avez vu. Et franchement, non, mais la qualité de l'image, la Liga est très très bien produite. Hein. Honnêtement, c'est très très bien. C'est un autre style que la Première Ligue, mais c'est super bien produit. Franchement, la qualité de l'image est très très bonne. Tu disais, Kevin? Mediapro, oui. Mediapro. On connaît bien. Mediapro, c'est une boîte. Quand ça les intéresse, ils payent et tout et tout. Hein, mais c'est quand ça les intéresse pas, ils payent pas. Effectivement. On parle très rapidement aussi juste du Barça qui continue, tu le disais, en Europa League, la marche en avant. Encore une victoire, 4-0 face à Osasuna, et le Barça qui se rapproche quand même de la seconde place. Donc je pense que on est tous d'accord pour dire que le Real est intouchable. Ça va faire la transition justement pour la deuxième partie. Ouais. Par contre, le Barça, depuis quelque temps, depuis un très bon mercato, revient assez rapidement, assez vite derrière, et recolle au peloton de tête. Messieurs, on va avancer. Classico la semaine prochaine. Classico la semaine prochaine, Exactement. effectivement. Le Classico, le match aller était vraiment très très mauvais. Honnêtement, c'est vraiment naze. Donc on va voir le match retour, espérons, parce que voilà, là il y aura peut-être deux équipes à peu près d'un niveau similaire, donc ça peut être un bon match. Classico dimanche à 21h. Dimanche aussi à 20h45. Match à ne pas rater Voilà, à l'Orange Vélodrome. voilà. Le retour entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Je passe ça comme ça. Vu ce qui s'est passé au match aller, ça va être tendu. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on parle tout de suite. Je vois Lenny se chauffer les mains. Dans les commentaires, j'espère que vous êtes au taquet. Il y en a beaucoup qui en parlaient tout à l'heure. On va débriefer ce qui s'est passé en Ligue des Champions, vous le savez. Notamment ce qui s'est passé à Manchester City. Pas du tout. City s'est qualifié en faisant un match 0-0. Le Bayern s'est qualifié 7-1, tu le disais, face à Salzbourg, Ludo. Liverpool s'est qualifié difficilement face à l'Inter en perdant à domicile 1-0. Est venu le match entre le Real et le Paris Saint-Germain. Kevin, le Real était mené sur la première manche, 1-0, à la dernière minute grâce à Kylian Mbappé, et a abordé ce match assez confiant. Trop? Je dirais pas confiant. En vrai, je dirais que Paris a été sérieux. Et le match a basculé à plusieurs instants. On en parlait la semaine dernière. Le premier tournant, c'est lundi après-midi. Vous allez me dire pourquoi. Lundi après-midi, le service. Non, mais vraiment, le service presse du PSG a fait une petite boulette. Et notamment aussi les insiders du PSG. Je pense qu'un jour, il faudrait tous les virer, ces gens-là, parce que à 48 heures d'un match comme ça, on n'a pas besoin de sortir des rumeurs d'un tel s'est blessé à l'entraînement, etc. Parce qu'il y a la fameuse vidéo de la petite semaine de Gay sur Mbappé qui fuite. Et forcément, les raids sur les réseaux sociaux, Gay qui est menacé, sa femme aussi qui est menacée. Donc, du coup, ils se retrouvent à, entre guillemets, cadenasser leurs réseaux sociaux. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes. Donc, à 48 heures d'un match de la plus haute importance, Gay déjà out. Mais il se retrouve dans le groupe. Bon, moi, à la place du coach, je lui dis, bon, Ghana, je t'aime bien, mais on va dire que tu as fait un plaquage, tu restes à Paris. Mais ceci étant dit, on s'attendait quand même à voir Gay titulaire, et surprise de Pochettino, il nous met Paredes au centre, au milieu de terrain avec Danilo Pereira et Verratti. Pourquoi? Parce que le plan de jeu de Pochettino pour justement contrer le pressing haut du Real de Madrid, c'était la possession défensive.
Il met des joueurs de ballon au milieu de terrain. On va garder la balle, on va faire tourner. On va jouer avec un 4 joueurs au milieu entre Verratti, Paredes, Neymar et Messi. Et ça a très, très, très bien marché pendant 60 minutes, à peu près. Ça a très, très, très bien marché. Rien à dire là-dessus. Un petit incident que peu de gens ont soulevé, c'est que Paredes prend un jaune à la 7e minute, à peu près. Et malheureusement, ça va avoir, parce que je vous fais le film du match, un peu à la façon de Mehdi, je m'inspire des plus grands. Très très bien. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'à l'heure de jeu, ou 70e minute, 65e minute, dans ces eaux-là, il y a un changement du côté de Pochettino. Il fait sortir Paredes parce qu'il y a la peur du carton rouge, un partout. On fait rentrer Gana Gueye. Et Gueye, impliqué sur les 2 derniers buts. Comment parce que c'est lui qui fait la passe à Neymar, mais qui rattrape pas Modric sur la percée qu'il fait au milieu de terrain, parce que Modric, en fait, part quasiment de sa surface de réparation. On va dire il a 5-6 mètres de surface de réparation madrilène. Il transperce tout le milieu du Paris Saint-Germain. Il envoie Vinicius. Vinicius qui renvoie ensuite à Modric, qui lance Benzema en profondeur. Ballon contré par Marquinhos et ça rentre. Je ne reviendrai pas sur la faute non vérifiée à la VAR. On en parlera plus tard. Je pense que Mehdi sera du même avis que moi. Il y avait faute. Ah non. Ah, on en par- Non. En fait, on en reviendra plus tard. Il y avait faute. Il pourrait y avoir faute éventuellement si Donnarumma était resté par terre et avait crié sur son 36 générations. Mais la balle, elle est partie avant que Benzema il le tamponne. Donc, en fait, l'erreur de relance, elle est pas créée par la faute. Après, moi, très clairement, tu siffles la faute ou tu la siffles pas. Pour moi, c'est du 50-50 et ça change pas qu'à un partout, Paris est qualifié. Donc, Ouais, exactement. la faute, elle n'a rien à voir dans l'élimination, en fait. Donc, Non, Je et suis puis d'accord. là, c'est une erreur professionnelle parce que là, il doit mettre une cacahuète à 60 mètres. c'est ça. Ouais. Non, mais en fait, quand Donnarumma reçoit la passe en retrait, il doit monter plus haut et la balancer en touche. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas dans l'approche du match, dans la préparation tactique qu'a fait Pochettino, c'est que les Madrilènes, ils ont annoncé partout, on va presser les Parisiens, les chercher haut. Tu connais la qualité de Benzema sur le pressing haut. À un moment donné, ok, très bien, tu mets un milieu de terrain de combat où tu te dis, voilà, on va faire de la possession défensive, on va les faire tourner en bourrique, ils vont péter les plombs. Ok, très bien. Mais tu donnes comme consigne à ton gardien. Si un mec vient te presser, tu dégages en touche. On s'en fout. Bah oui. Tu dégages en touche ou tu vas avoir quelqu'un qui a proposé une solution. Parce qu'en fait, le rôle que Paredes avait avec Verratti, c'était de proposer des solutions. Au moment où justement le coach sort Paredes, Verratti se retrouve sans solution. Messi, j'en parlais pas parce que bon, passé l'heure de jeu, Messi avait plus trop, il n'avait plus trop de jambes, il pouvait pas trop entre guillemets proposer des solutions en retrait. Mais je trouve qu'en fait, le rôle de Gueye, à quoi il servait et encore une fois, je ne veux pas mettre la faute sur Gueye parce que il a un profil particulier. C'est le plan de jeu de Pochettino, pour moi, qu'on peut remettre en cause parce que quelque part, il était presque parfait. Et ce qui lui a manqué, en fait, c'est de prévoir tous les cas de figure. Le sport préféré de Nasser Al-Khelaifi, c'est le tennis. Vous savez tous au tennis que sur les matchs en 5-7, on peut être mené 2-7-0. Concéder 2-3 balles de match, mais quand même renverser la situation. Et ce que je trouve dans la préparation du Paris Saint-Germain, c'est qu'à aucun moment, quand ils mènent 1-0 à la mi-temps, ils se disent, si on en prend un, c'est pas grave. Si ils reviennent à 2-1, c'est pas grave. On a encore du temps. Et on peut ensuite, on a de la marge derrière pour pouvoir aller en mettre un autre. Et le Paris Saint-Germain de cette saison-là a toujours joué sans filet de sécurité. C'était des matchs en Ligue 1 où on gagne au forceps, etc. Certes, ils ont 15 points d'avance en Ligue 1, c'est très bien, on finira certainement champion, mais ils n'ont jamais eu cette marge. Quand on les voit gagner à la dernière minute contre Metz, quand on les voit gagner à la dernière minute contre Rennes, bon, ok, super, j'ai applaudi, j'étais content et tout. Quand on est le Paris Saint-Germain, on doit avoir plus de maîtrise. Et c'est quelque part cette sérénité, cette tranquillité-là, cette puissance que sont censées avoir les grandes équipes, parce que quand on voit le Bayern en Allemagne, à part depuis maintenant 2-3 semaines où c'est un peu plus compliqué, le Bayern sait qu'à tout moment, ils peuvent frapper, ils peuvent marquer. Et le Paris Saint-Germain, justement, n'a pas eu cette assurance-là, en fait. C'est de se dire, parce que sur le papier et sur les 2 matchs, Paris est supérieur au Real.
Je pense que tout le Oui. monde s'accorde sur ça. Même les Madrilènes savent qu'ils ont quelque part réalisé une sorte de hold-up. Paris est meilleur. Tu sais qu'ok, l'adversaire est à la maison, il peut te marquer 1 ou 2 buts. À un moment donné, soit tu cadenasses et tu te dis, voilà, on va mettre 2 rideaux, mais Paris, c'est pas défendre. Donc, tu fais de la possession défensive et tu te dis, voilà, quand on aura un contre, ils vont se découvrir. Et on partira, on lance directement Mbappé, parce que Mbappé met quand même 3 buts. Sur le match de mercredi, il met 3 buts, dont 2 hors-jeu. Et la faillite que le Paris Saint-Germain a eue mentalement, ils ont quelque part craqué en 2 minutes et le coach n'a pas su proposer quelque chose qui aurait permis de, comment dire, casser le rythme ou peut-être leur redonner confiance. Parce que même le capitaine, en fait, se retrouve, enfin, a plongé et personne n'a été là pour soutenir Marquinhos. Parce qu'on parle beaucoup de Donnarumma, Marquinhos, je l'ai, je l'ai trouvé mauvais depuis le début du match et je me suis dit, bon, à un moment donné, il va faire une boulette. Et c'est ce qui s'est passé. Cette fébrilité, on l'avait depuis, en Ligue des Champions. Je crois que Paris n'a pas gagné à l'extérieur. Contre Bruges, on se fait bouger. Contre Leipzig, on concède un pénalty stupide à la dernière minute. C'était encore une fois un avertissement. Et contre City, pareil, on a un avantage 1-0 et on le brûle. Ouais. On le brûle. Donc, en fait, je pense que c'est. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ludo. Vas-y, je t'en prie. Non, mais On a perdu en Mehdi. fait, ce qui m'attriste déjà, c'est pour les supporters parisiens, les vrais supporters parisiens qui souffrent depuis tant d'années. Et je comprends et tout ça. Et là, on refait le match, on se dit qui a eu tort et tout ça. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que chaque année, ils n'y arrivent Mm. pas? Alors, ils vont en finale et la finale, ils auraient pu la gagner, c'était pareil, hein. Mais toutes ces Clairement. fois, toutes ces dramaturgies où ils devaient gagner, c'était pareil, et au final, ils gagnent pas, et où ils doivent gagner, c'est même pas ils devaient, c'est ils doivent gagner, ils doivent se qualifier, et que ça passe pas. Je parle du coup de Manchester, je parle de la remontada, je parle de Chelsea, là on a le Real, ça ne peut plus arriver. Qu'est-ce qu'il faut changer au Paris Saint-Germain pour que de devenir une grande équipe, ça devienne vraiment un grand club? Alors juste, je vous coupe, Lenny, on t'a pas entendu. On te connaît supporter de l'Olympique de Marseille, bien entendu, mais fan de foot avant tout. Euh, Est-ce que tu es d'accord déjà avec l'analyse de Kevin? Et selon toi, qu'est-ce qui manque justement, comme le dit Ludo? Bah d'abord déjà, Kevin, très très bonne analyse. Je trouve que Mhm. t'as vraiment tout dit, hein. Aujourd'hui, Paris sur les deux matchs était au-dessus. Et ce qui a fait de la différence à certains moments, c'est qu'on l'a vu si on prend genre allez, individuellement, Modric a pris le pas sur Messi, Benzema a pris le pas sur Mbappé, et derrière, allez, on va dire Militao et Alaba Alaba. qui ont fait un très beau match par rapport à Kipembe qui a vite perdu son sang-froid. Comme d'habitude, Oui, mais ça, il s'est je, énervé. je m'excuse, Elie, mais moi j'ai l'impression qu'on Vas-y. a vu Modric prendre l'ascendant et Benzema prendre l'ascendant et Vinicius prendre l'ascendant après le 1-1. Oh, oui, C'était oui, très court, oui, hein. oui, C'était très. En fait, oh, oui. Ça a duré Et en quelques fait, c'est minutes, ce- hein, l'ascendant c'est ce était que disait en Mehdi. 20 Quand minutes. 1-1, 1-1, Paris est qualifié. Ils doivent pas craquer comme ça. À 2-1, ils sont pas éliminés. Et là où tu vois que la fébrilité, c'est le mental, hein. Marquinhos, en tant que capitaine, tu le vois qui, dans son discours le terrain, il y a un moment, il y a une caméra qui est fixée sur lui, tête vers le bas, après le premier but, alors que c'est que le premier but. C'est même pas, voilà, ils sont encore qualifiés, encore truc. Normalement, en tant que capitaine, c'est tu dois ça. haranguer ton équipe et Mhm. autres. Et pour te répondre, Ludo, enfin moi, je vois mon avis extérieur et surtout sur le côté le mec de Marseille qui déteste Paris, mais le côté plutôt footballistique, c'est que derrière, il n'y a pas de. Je trouve qu'en fait, ça a été genre Paris est devenu une vitrine et non plus un club de foot. Et je m'explique dans Et le on l'a sens vu où. avec la boutique sur la 5e avenue, par exemple, à New York, Alors entre autres. ça, Exactement. Et ça, moi, je trouve que ça interfère trop dans le football. Enfin, vraiment dans le football. Comme on le voit, tu vois, un week-end, quand je l'ai vu passer dans les messages, mais week-end avant match, tu as la Fashion Week. T'as 8 joueurs cadres qui sont titulaires, qui sont invités à la Fashion Week et qui chill. Enfin, ok, t'es une célébrité, t'es fou, mais pour moi, tu vois, un Cristiano Ronaldo, on prend l'exemple un Cristiano Ronaldo, 24 heures, 48 heures avant un gros match, le mec, il est focus,
il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'est pas sur le truc. Après, c'est une nouvelle génération de footballeurs aussi. Il y a tout ça qui va avec, mais je trouve qu'il y a un côté vitrine, star et d'embourgeoisement un petit peu qui s'est fait à Paris et qui fait que ça tue le sportif. Et après, sur le terrain, oui, comme l'a dit Ludo aujourd'hui, après juste un seul but, ça a duré que 15 minutes, hein. Là où Modric est passé au-dessus, là où tous certains joueurs de Real Madrid ont fait la différence, ça a duré que quelques minutes, mais c'est les 10 minutes, les 10-15 minutes qui ont fait que aujourd'hui un Paris qui joue contre Nantes et qui en prend 3 contre Nantes et qui gagne contre Real Madrid 1-0 à la 92e, bah, comment en fait tu dois faire tous les autres matchs, les 92e de Mbappé, bah, en fait on l'attend aussi autrement. Mais il y a trop de pression sur ce match. Je pense que en général, il y avait trop de pression. Vous menez 1-0 à l'aller, Mbappé il ouvre le score. Mbappé est attendu entre guillemets au Real depuis un an. Il y a une pression monstre autour de Leonardo, de Nasser. Et Pochettino, il tient plus son équipe depuis qu'il a mis Messi ailier droit et qu'on lui a dit mets-le numéro 10. Il a dit ok, je le mets numéro 10. Il a mis un super but contre City. Mais après, Messi s'est endormi et après il s'est réveillé. Voilà, je pense qu'il y avait une discorde depuis le début et je pense que c'est pas que sur ce match-là qu'on peut leur jeter la pierre. C'est au tout début. Est-ce qu'il y a un choix d'entraîneur depuis le début, depuis l'été, depuis l'arrivée de Messi, qui ferait pas la différence? Si tu ramènes un Messi, peut-être que tu dois ramener quelqu'un qui peut cadrer un vestiaire et Messi en plus. Et moi, personnellement, de la vue extérieure, l'année où j'ai vraiment trouvé que Paris était très très fort et monstrueux et autres, au-delà des années Qui ferait pas la Paoletta différence. et autres. Tu ramènes un Messi, peut-être que tu dois ramener quelqu'un qui peut cadrer un Alors, vestiaire. Parce- Mehdi est revenu. Messi en plus. Merci, Ah, Mehdi. Mehdi est revenu et du coup, on a fait un retour. L'année où j'ai. Ah oui, pardon, désolé. Ah oui, merci. J'étais en train de vous Mehdi. écouter. Parce que T'as coupé vous avez complètement rien les à lignes. faire. Et donc, ce que je disais, c'est par rapport là, à la structure et que je me dis qu'il y a une époque où j'aimais beaucoup, pour un joueur, pour un supporter marseillais, j'aimais beaucoup voir le jeu de Paris, c'était Laurent Blanc. Laurent Blanc, il te sort un Zlatan Ibrahimovic de titulaire et il te dit, mec, t'es pas bon, j'aime pas comment tu joues, tu mets Cavani, tu mets, je sais plus, autre jeune joueur qui avait à cette époque-là. Et en fait, t'instaures une vraie hiérarchie. Là, tu vois que Pochettino, il contrôle plus. Tu vois que Leonardo, il veut limite entraîner, rentrer sur le terrain et reprendre sa place de joueur. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des places, chacun n'est pas à son beau poste. Et je pense que ça ça joue cet été. Enfin, Vas-y, ça joue il y a un an, quoi. Kevin, tu voulais répondre et après on va clôturer. Mais sur le match de mercredi, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'à la 60e minute, Messi plonge. Leonardo sort Paredes, il fait rentrer Gay, Paris joue à 9 Ah oui. à ce moment-là. À ce Ouais, bien moment-là, sûr. Paris joue à Donc 9. quoi, alors, est-ce Paris joue que à c'est 9. une faute de coaching ou est-ce que t'en vois plus à Pochettino ou t'en vois plus aux joueurs? Ben, aujourd'hui, moi, si je suis objectif, hein, en tant que Parisien, hein, je suis pas en colère. Objectivement, au PSG, il leur manque vraiment ça. Vraiment ça Mais il leur manque ça, pour remporter la je Ligue te des coupe, Champions. Et mais il leur manque ça depuis des années et là tu sors en huitième de finale. je vais citer un autre exemple hein, qui n'est pas si lointain que ça. On a une équipe qui menait 3 en huitième de finale d'une compétition qui s'est fait remonter à 3 partout. Je vous laisse deviner quelle équipe. Et qui a remporté un trophée quelques semaines après. Pourtant, cette équipe avait des stars voilà, qui ont brillé sur les matchs de mercredi. L'équipe de France. Ah ouais. Bien sûr. Ouais. C'est le football. C'est le Non, football. mais Non, mais ça, vrai, c'est du vrai. football international. C'est quand même. Mais non, mais, C'est pas mais non, le mais, même sport. non, mais, limite. C'est pas. mais non, mais, c'est Non, mais du moi, j'ai une football question pour et- toi, Kevin. Ouais, vas-y, dis-moi. Et ce sera la dernière Aujourd'hui- question et après on clôturera. Aujourd'hui, qui est responsable Qui est fautif qui est fautif de la non-victoire du Paris Saint-Germain ces 8 dernières années? Moi, Tu peux me moi, dire je suis l'équipe, assez hein. d'accord. Non, Je suis assez d'accord avec moi, Ludo, honnêtement, en fait. Alors, ouais, Mehdi, vas-y. Mehdi, vas-y, parce que on t'avait perdu. Vas-y, et après on donnera la parole à Kevin pour clôturer.
En fait, on ne peut pas analyser les éliminations successives du Paris Saint-Germain, les éliminations horribilis du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Manchester City, le Barça, le Chelsea, Manchester. Chelsea encore bon, Manchester et maintenant le Real. Si tu les analyses comme tu le fais là à l'heure actuelle, Kevin, c'est-à-dire comme des phénomènes individuels qui sont expliqués par des choses rationnelles liées au football, en fait, je pense qu'on passe à côté de la big picture qui crée cette espèce de répétition d'échecs du Paris Saint-Germain. Le gros problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils essayent de gagner quelque chose, ou en tous les cas, ils nous font croire qu'ils sont en mesure de gagner quelque chose. Mais le problème, c'est que toutes les décisions qui sont prises dans le club ne sont pas prises pour gagner cette chose-là, mais pour atteindre un autre objectif qui est donc l'image du Qatar, etc. Donc, le gros souci, en fait, c'est juste que l'organisation, et nous, on se trompe. Tu sais, on travaille dans une entreprise, enfin, toutes les entreprises, c'est un peu comme ça, mais où on se demande le pourquoi. Tu vois, on se pose toujours la question, le pourquoi. Et en l'occurrence, on analyse les résultats du Paris Saint-Germain avec le mauvais pourquoi. Il ne crée pas une équipe au Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions, il crée une équipe pour représenter un pays. Ce qui fait que si tu te demandes pourquoi est-ce que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions et que tu penses que c'est le jaune de Paredes qui crée ça ou la semelle de Ganagay, en fait, tu te trompes. C'est juste que la structure complète du club n'est pas faite pour la victoire au très haut niveau. Ou alors, si ça arrive, ce sera un hasard total. C'est-à-dire ce qui a pu se passer dans le Final 8, tu vois, par exemple. Ça a failli, ils auraient peut-être même dû gagner cette finale parce qu'ils ont été meilleurs que le Bayern, je trouve, mais c'est un hasard. C'est quelque chose qui est finalement un espèce d'épiphénomène par rapport au but, en fait. Donc, voilà, c'est juste ça. Moi, je trouve qu'il y a juste un problème. Si un jour Paris veut devenir un club de foot, alors certainement qu'ils vont gagner. Là, pour l'instant, c'est pas un club de foot, c'est une agence de marketing. Donc, c'est pas du tout, et c'est totalement normal qu'ils se fassent éliminer dès qu'ils rencontrent un club un peu sérieux, en fait. Il n'y a pas de choc là-dedans. Je trouve ça logique. Voilà. Bon, je prendrais pas le Real comme une référence, mais pour moi, en fait, non. le Paris Saint-Germain, il y avait effectivement l'année dernière des lacunes parce que lorsqu'on se fait sortir par City, on prend une leçon de football à l'aller et au retour. On a comblé un manque au niveau des latéraux et je trouve ça intéressant. En tout cas, je trouvais ça intéressant dans le jeu. Après, effectivement, il y a eu une faillite mentale pendant 2 minutes où les mecs ont craqué et ça se paye cash, hein, tout simplement. C'est que le Real Mais en oui, fait, mais a le. poussé Paris à l'erreur. Le Real a poussé Paris à l'erreur. Et ce que je trouve dommage, et beaucoup de personnes, enfin, du coup, on n'en a pas suffisamment parlé, c'est qu'on ne peut pas avoir un club de ce niveau-là avec un président aussi émotif. Moi, ce que Nasser Al-Khelaifi a fait avec Leonardo, du coup, à la fin du match, je trouve ça inadmissible. Ah ouais. S'il n'était pas qatari, il aurait démissionné. Mais vraiment, parce que pour moi, son passeport, c'est limite un passeport diplomatique. Il a son immunité. Je suis qatari, je suis le pote de l'émir, donc personne ne me sortira. Et je pense que si le PSG va aller plus loin, effectivement, il faudra se séparer du président Nasser Al-Khelaifi. Il a fait du bon travail. Il y a certains points sur lesquels il était un peu trop passionné parce qu'il y a eu quelques problèmes, entre guillemets, avec les joueurs qui étaient trop proches du président, ce qui sapait un peu l'autorité du coach. Il y a aussi ce concept de starification. Dans l'équilibre de l'équipe, on ne peut pas avoir 3 stars, 3 vedettes. Pochettino l'a vu bloqué sur le match de mercredi où il ne pouvait pas sortir l'un des 3. Même si l'un des 3 est mauvais, sur un match comme celui de mercredi, il ne peut pas sortir Messi, Neymar ou Mbappé lorsque l'équipe est menée au score. Et malheureusement, en fait, ça te bloque un peu au niveau des remplacements. Il te reste que 6 joueurs à sortir. Tu as le capitaine, peut-être 5. Et basta, donc tu fais des changements qui n'ont pas trop de sens. On sort Hakimi pour faire entrer Draxler. Au niveau cohérence, je pense qu'on a vu mieux, et puis voilà, pour le Paris Saint-Germain, encore une fois, voilà, moi je pense pas qu'on ait besoin de tout raser. Il faudra certainement travailler certains détails. Aujourd'hui, au niveau de l'effectif du Paris Saint-Germain, à peu près à tous les postes, on a des joueurs qui font partie du top 4 ou 5 mondial. Donc il faut juste un peu plus de cohérence, un peu plus de structure autour des joueurs, peut-être un peu moins de com aussi, effectivement.
Parce que finalement, le trop de com a entraîné du coup un micro-événement qui a déstabilisé un joueur du milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui est complètement passé à côté du match retour. Ça lui arrive souvent, Gay, hein, parce que contre City aussi, il pète les plombs, il prend un rouge stupide. Mais voilà, moi, en tout cas, je perds pas espoir. Je reste quand même content de la saison du Paris Saint-Germain dans le sens où il y a un 10e titre qui arrive. Et si je devais faire une petite ouverture pour clôturer, je pense qu'il faudrait penser à une réforme de la Ligue des Champions avec une sorte de play-off et placer vraiment le tournoi final type Final 8 en fin de saison. Parce que avec les enjeux, Bah oui, parce que avec ça a marché l'impact pour que vous. cela Bah ouais, c'est non, mais, clair. non, mais pas que. Non, mais pas que, parce que je prends l'exemple du Bayern de Munich. En fait, beaucoup de clubs, il y a de tels enjeux économiques aujourd'hui au niveau du football que sortir prématurément en Ligue des Champions, ça fait imploser le club. Le Ah Bayern oui, mais sort ça, en quart de c'est, finale bah, l'année dernière, c'était pas faut pas prévu. sortir aussitôt, du coup. Parfois, malheureusement, ça se joue à peu de choses. Ça se joue à un tirage au sort raté, ça se joue à quelqu'un qui tire une boule qui devait pas être là, et tu tombes contre un gros. Bah oui, mais Donc, c'est tout l'enjeu de la Ligue voilà, des je pense que Champions. même. Non, mais effectivement, je te rejoins, mais le Bayern de Munich l'année dernière, tu étais bien d'accord avec On moi, se quand fait ils ont sortir tiré en... le PSG, Oui, quand... Ah oui, mais même, tu vois, même tu quand on sort en sentais que huitième potentiellement. contre Liverpool en 2019, hein. Ouais, mais en fait, je pense que Et quand on est on champion, on sort devait. le Barça, Chelsea, Paris, tu vois. C'est ça la beauté En de la Ligue fait, des Champions. c'est ça, mais moi, j'aimerais limite un système un peu à la NBA où il y aurait effectivement ces chocs-là en saison régulière, qu'il y ait peut-être même des conférences pour que les équipes au moins puissent se battre pour obtenir quelque chose, se dire voilà, oh, je perds en finale, mais je suis au moins champion de telle conférence. Tu vois? Mais dans ce cas de figure, il faudrait repenser tout le football européen. Il faudrait travailler dessus pendant, je pense, peut-être une bonne décennie. Mais ce serait un système qui collerait peut-être un peu plus avec ce qu'est devenu le football aujourd'hui. Parce que le format de la Ligue des Champions actuel, c'est un format qui date d'il y a peut-être 20-30 ans. Et il n'est plus vraiment, je pense, adapté aux structures, aux franchises, pour ne pas dire du coup franchises sportives que l'on a aujourd'hui à l'échelle européenne. Et je rejoins du coup Mehdi qui est pro Super League. Ouais, exactement, Mais c'est ce que j'allais dire, Mehdi, tu effectivement, pourras en toucher un petit mot à tes amis de la Super League, justement. mais, T'inquiète, on arrive. mais pour le coup, voilà, avoir un tournoi final en fin de saison, ça permettrait aux joueurs de rester motivés jusqu'au bout. Ça permettrait justement au championnat aussi de se jouer correctement. Parce que malheureusement, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de supporters, pour beaucoup de joueurs, la saison est terminée. Et Bien à sûr. mes yeux, non, on ne peut pas dire au mois de mars que la saison du Paris Saint-Germain est terminée. Il faut rester mobilisé. On ne va pas se dire, bon, ben voilà, il n'y a plus personne dans le magasin, la journée est finie. Non. Après, et je rejoins ce qui est Donc voilà. dit beaucoup dans les commentaires, je trouve ça assez surprenant que tu dises que tu t'es pas déçu de la saison du Paris Saint-Germain. Je rappelle juste qu'en Non, parce que je suis réaliste. début de saison, tu étais quand même favori pour la victoire en Ligue des Champions, comme depuis plusieurs années maintenant. Et pour moi, c'est une vraie désillusion que de sortir surtout comme ça en huitième de finale de Ligue des Champions. Non, mais je suis réaliste dans le sens où je vois les matchs du Paris Saint-Germain. Je sais que Pochettino, c'est pas un génie tactique. C'est pas quelqu'un qui va inventer, créer quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a. Effectivement, l'an dernier, il s'est plutôt bien adapté, hein. Il a quand même bien bricolé sur les restes de Thomas Tuchel. Mais, euh, mais je voyais mal, au fait, Pochettino faire Ok, cohabiter les trois, quatre stars. ok, On ok. a, on a, on, on a tous attendu la fameuse défense à 3, on l'a jamais vue. Et pourtant, je pense que Paris aurait pu tenter cela. Un coach comme Nagelsmann, par exemple, c'est un coach courageux, hein, qui va prendre parfois des décisions impopulaires, mais pour Qui les justement. prend pour le moment, euh, je te coupe, dans un autre club qui n'est pas le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, je pense que au Paris Saint-Germain, tu es bloqué par beaucoup d'autres choses. Au Paris Saint-Germain, t'as 33 ans, tu fais rien, t'amènes les gourdes, à mon avis. ouais, mais le truc, c'est que le Bayern de Munich reste aussi un club très politique, tu vois. Ah oui, Nagelsmann, ça oui. quand il met ses 5 offensifs, on va pas Oui, mais lui parce que pour apporter des l'instant, desserts ça tous les marche. soirs. Pour l'instant, ça Ça marche. commence Et Quand à on encore, a en grincer. sorti contre championnat, Salzbourg, ça c'est fonctionnait pas, moyen, hein. ça commence à grincer. Ah oui, bah Et oui. Nagelsmann a l'énorme avantage d'être bavarois. Mini quoi. Si ça n'avait pas Ouais. été le cas, ce serait
Bon allez, compliqué. messieurs, alors c'est super intéressant et ça a fait énormément réagir dans le chat. Kevin, merci beaucoup pour cette très belle analyse. Tu as été cité partout. Tout le monde te félicite pour ton analyse. Il y en a un qui attend le classico. Milik va venir. C'est Lenny. Lenny qui attend avec impatience le classico, n'est-ce pas? Mais c'est quand la Oui, date oui, du oui, Classico? Est-ce parce qu'on que va être champion ce jour-là? bah Ah, c'est peut-être, possible. hein, mais comme tu as dit, ta saison finie. Non, non, la saison n'est pas finie, il faut rester. Comme c'est ce que j'attends les Parisiens qui vont dire ouais, mais nous, notre saison a été finie depuis. Si on gagne, ils vont dire ouais, non, mais nous, on avait lâché. Non, Ça faut sera au rester Parc des focus. Et Princes. Ce sera le 17 avril. 17 avril, exactement, c'est bientôt. Il y a Mais moyen qu'on soit je pense que ça champion va ce être un très jour-là. beau match. Ce serait beau. Ou Ouais, pas. c'est vrai. Mais je pense que ça va être un très très beau match. C'est vrai, effectivement. Messieurs, allez, on va Parce- clôturer. Très beau maillot, Kevin. Merci. Non, mais en plus, c'est l'étoile hein, si Paris est champion. Oui, c'est vrai. À voir si vous la mettez ou pas, comme l'AS Saint-Etienne, ou si vous attendez, comme l'Olympique de Marseille, l'étoile de la Ligue des Champions. À vous de prendre la décision, bien évidemment. Messieurs, merci beaucoup. Lenny, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait énormément Ouais. plaisir à chaque fois que tu sois là. On le rappelle, tu es quand même grand gagnant du quiz, du premier quiz. À jamais le premier à avoir remporté le grand quiz avec Exactement. Kevin. L'équipe était présente ce soir. Kevin, Mehdi, Ludo, merci à vous encore d'avoir répondu présent. Ludo, très déçu Merci de ne à pas toi. avoir vu ta petite bouille. Mais Oui. le cœur y était bien entendu. C'est nos nombreuses auditrices qui ont été pénalisées là. Eh oui, Ah c'est bon. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par les auditeurs, d'ailleurs. Messieurs, on va se retrouver la semaine prochaine en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique cette fois-ci. On va tout préparer bien entendu en amont pour éviter tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Le live est disponible sur YouTube en différé juste après l'émission et dans la soirée sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars, ciao. Ciao. Ciao.